Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo relative à l'exploration du monde onirique et aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder le thème des techniques qui permettent de devenir lucide à partir d'un rêve ordinaire. On voit ça de suite après le générique. Pour ouvrir cette vidéo sur ce thème des techniques qui permettent de devenir lucide à l'intérieur d'un rêve, j'aimerais m'appuyer sur une question que des personnes me posent assez régulièrement. Ça peut être des participants à mes cours, à mes formations, à mes séminaires, à mes coachings, et aussi d'autres personnes que je ne connais pas encore, mais qui me posent des questions par le biais des réseaux sociaux. Cette question, elle est très simple, c'est « Emmanuel, mais pourquoi est-ce que ces techniques fonctionne bien au début et puis ne fonctionne plus après ou ne fonctionne pas de manière régulière. » Alors, quand on parle de technique, on fait référence aux techniques de Stephen LaBerge, aux techniques de Paul Tollet, aux techniques de Robert Waggoner, aux techniques de Celia Green. C'est des techniques qui fonctionnent très bien au début, effectivement, qui ont été éprouvées et puis depuis quasi 50 ans qu'on travaille avec ces techniques, mais il est vrai qu'au bout d'un moment, elles finissent par s'émousser. Et c'est un grand mystère, enfin, plus ou moins un mystère, parce que en tout cas, pour ce qui me concerne, par rapport aux expérimentations que j'ai faites, vraiment, je commence à comprendre pourquoi ces techniques finissent par s'émousser. Alors, pour bien comprendre pourquoi ces techniques finissent par ne plus être aussi efficientes, il faut d'abord prendre conscience que, quand bien même le rêve lucide a été prouvé scientifiquement, l'accès au rêve lucide est difficilement reproductible en laboratoire. Donc ça veut dire que, techniquement parlant, on n'arrive jamais, d'une nuit sur l'autre, à reproduire exactement la même chose. Et puis, là où je veux en venir, c'est que j'aimerais que vous faire part, en fait, que l'accès au rêve lucide ne dépend pas seulement d'une technique, mais d'une multitude de paramètres. C'est pas 1, 2, 3 ou 4 paramètres. C'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de paramètres qui doivent être alignés, qui doivent être tous au vert comme un circuit électrique en série où tous les interrupteurs doivent être fermés pour que le courant puisse passer. Et s'il y en a un seul qui est ouvert, ben ça coupe le circuit et le courant ne passe plus. Eh bien, pour le rêve lucide, c'est un petit peu la même chose. Il y a énormément de paramètres à analyser. Et en ce qui me concerne, je suis allé jusqu'à faire un tableur Excel avec 57 items que j'instruis chaque jour et chaque matin et puis chaque soir en fonction de ce que je fais, de ce que je mange, ce à quoi je pense, des phases de la lune, des choses, toutes les choses pensables et imaginables pour essayer d'établir des corrélations, des liens de cause à effet entre le fait de prendre la lucidité ou de ne pas la prendre. Alors, j'ai déjà réussi à sortir certaines indications assez intéressantes dont je pourrais vous parler plus tard. Maintenant, pour vraiment illustrer le thème, et puis que pour que vous compreniez pourquoi ces techniques ne sont pas si efficaces que ça, si efficientes que ça à long terme, on va prendre une petite histoire et puis une petite métaphore. Et pour ce faire, j'aimerais que vous imaginiez en fait un océan ou une mer. Et on va considérer que cet océan ou cette mer, bien c'est le monde onirique. Et puis au-dessus de cet océan, donc dans le milieu aérien, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de l'état de veille. Et à partir de là, on va regarder ensemble ce qui se passe au moment de l'endormissement. Et c'est vraiment en comprenant ce qui se passe au moment de l'endormissement qu'on va comprendre pourquoi les limites en fait de ces techniques. Alors pour ce faire, j'ai emprunté, à défaut d'homme-grenouille, j'ai emprunté une petite sirène à ma fille. Elle vous dit bonjour. Et c'est avec elle que nous allons voir ce qui se passe au moment de l'endormissement.
Alors, c'est très simple. Donc, on est dans l'état de veille, au-dessus de la surface, en milieu aérien, c'est la journée. Le soir arrive, on a une charge d'adénosine qui commence à être très importante dans l'organisme. Il y a la mélatonine qui va se mettre en route, et puis voilà, il y a la fatigue générale, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller se coucher à 22h, 22h30, 23h, ou un petit peu plus tard. On se blottit dans son lit, on se met en position d'endormissement, on ferme ses yeux et petit à petit, on va glisser vers le sommeil. Alors, c'est une phase qui peut durer 3 minutes comme elle peut durer 20 minutes. Ça dépend des personnes. Lorsqu'on pénètre sous la surface de l'eau, on va entrer dans une zone où les rayons du soleil pénètrent encore, hein, à peu près jusqu'à 10 mètres. Et puis, cette zone, en termes cliniques, on l'appelle la zone hypnagogique, et puis en sophrologie, par exemple, on va plutôt parler du niveau sophroliminal. Et cette zone, elle est vraiment très très intéressante, parce qu'on est à mi-chemin entre la veille et le sommeil. Et puis, si on peut y rester un petit moment, il y a vraiment des phénomènes intéressants. Alors, dans les milieux médicaux, dans les milieux scientifiques, ils parlent d'hallucinations hypnagogiques, mais je préfère, pour ma part, parler de imagerie hypnagogique, scénette hypnagogique, phénomène hypnagogique. Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique. Donc, on passe dans cette zone. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à rencontrer Morphée. Et puis, qu'est-ce qu'il a comme mission, Morphée? Il a pour mission de vous endormir, et non seulement de vous endormir, mais de vous rendre amnésique. Et progressivement, il va vous faire perdre votre mémoire de l'état de veille. Et il est malin, et il est très fort, parce que la chose en vous est en train, à travers Morphée, est en train d'endormir la conscience qui vous permet d'être conscient que vous êtes en train de vous endormir. Ce qu'on appelle la métaconscience. Ils vont d'abord endormir la métaconscience pour que vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes en train de vous endormir. D'accord? C'est ce qui se passe aussi un petit peu quand on fait des anesthésies, lorsqu'on va se faire opérer, par exemple, en général, vous vous rendez pas compte que l'on vous endort. Alors, vous continuez à descendre, et puis, à un moment donné, vous n'avez plus de mémoire, vous avez perdu toutes les facultés cognitives de l'état de veille, et vous rentrez pleinement, coucou, dans votre moi onirique. Et à ce moment-là, vous êtes une autre personne. Vous pouvez avoir un autre corps, vous ne vous souvenez même pas comment vous vous appelez, si on vous appelle Pierre, Paul, Jacques, Jean, Isabelle, Cindy, etc., puis que c'est pas votre prénom, vous ne percutez même pas, vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi? Parce que vous avez complètement perdu toute mémoire. Vous êtes amnésique total. D'accord? Et puis vous vivez votre vie dans ce monde onirique pendant un certain temps. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des petites sécurités qui font que, à un moment donné, vous allez remonter. Et puis, c'est comme des petites, on va dire, des petites bouteilles d'air, hein, qui vont s'ouvrir, puis remplir des ballons, puis ça va vous faire remonter à la surface, et hop, vous remontez à la surface, coucou, vous vous réveillez, puis vous vous dites, ah, mais c'était un rêve, toutes ces histoires, en fait, c'est pas réel. C'était qu'un rêve, j'étais dans un rêve. Et puis le soir suivant, ça recommence. Et puis ça continue comme ça, voilà, très longtemps. Puis un beau jour, vous dites, moi, le rêve lucide, ça m'intéresse, j'ai envie d'être conscient dans mes rêves. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre un cours, vous allez acheter un bouquin, vous allez regarder un tuto YouTube, et puis on va vous apprendre tout un tas de trucs sur les tests de réalité à faire en journée, sur l'esprit critique à cultiver pendant la journée, sur l'endormissement conscient avec de l'autosuggestion, etc. Et aux surprises, vous serez dans votre monde onirique, puis à un moment donné, vous allez devenir lucide. Mais c'est quoi le phénomène, en fait? Tout simplement, c'est que ces techniques, imaginez que c'est un gros bateau qui est en surface, avec une grue qui a un bras énorme, en fait, et puis qui va, à un moment donné, alors que vous êtes dans le monde onirique, dans votre rêve, qui va plonger, donc le bras va
plonger, d'accord? Et puis il va venir vous secouer comme ça, puis vous dire, hé, souviens-toi, tu dois devenir lucide, t'es dans un rêve, etc. Il va appuyer sur des boutons pour vous connecter certains trucs que vous avez dans le cerveau, ou alors il vous prend, puis il vous monte un petit peu plus vers la surface, etc. Et puis vous dites, mais c'est génial. Le lendemain, vous réveillez, c'est fabuleux, cette technique fonctionne super bien et tout. Et puis, bah, vous allez continuer avec cette technique comme ça, parce que vous allez investir beaucoup d'énergie, vous allez investir énormément d'émotions, de passion, etc. Puis vous allez mettre tellement d'énergie dans ces techniques que cette grue et puis ce bateau qui est en surface aura énormément de force, d'accord? Et puis, au bout d'un moment, bah, c'est comme l'amour, hein, la passion, le feu de la passion, hein, quand on tombe, quand on a un coup de foudre, ça dure pas longtemps, ça dure 3 mois. Et puis l'énergie que vous avez mis dans cet amour passionné du début, eh ben cette énergie, elle commence à s'émousser. Et puis le quotidien reprend le dessus. Eh bien, c'est la même chose pour les techniques. Toute cette énergie que vous mettiez dans cette grue à qui vous aviez confié le fait de venir vous secouer un petit peu pour devenir lucide, ben cette énergie, elle commence à s'émousser. Et puis comme cette grue, elle a plus suffisamment d'énergie pour aller vous chercher et vous titiller au fond du rêve dans le monde onirique, elle peut plus. Soit vous êtes trop bas, soit elle a plus d'énergie, plus suffisamment d'énergie pour descendre, et puis ça marche plus. Puis voilà, vous laissez passer 2, 3, 4 semaines comme ça, puis vous dites, mais quand même, j'en ai marre, il faut absolument que je refasse un rêve. Et vous réinvestissez tout un tas d'énergie dans ces techniques, et puis ça refonctionne. Et puis, alors ben vous allez faire des rêves lucides comme ça, de manière un petit peu épisodique, une fois ça a marché, une fois ça n'a pas marché, enfin, etc., etc. Et surtout, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas que les techniques, mais il y a en plus tous les paramètres. Votre état de santé, votre niveau de fatigue, les préoccupations que vous avez eues dans la vie de tous les jours, que ça soit en famille, que ça soit au boulot, que ça soit n'importe où, ce que vous avez mangé, enfin il y a énormément le temps, la lune, enfin il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, donc plus ces techniques s'affaiblissent et plus les autres paramètres viennent contrarier le fait de devenir lucide, et puis bah, finalement on devient de moins en moins lucide. Et puis au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Emmanuel, moi j'en ai marre parce que toute l'énergie que je dois mettre dans ces techniques, c'est énorme, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend énormément d'énergie, j'en ai marre. Et puis je trouve que bah, pour faire 2 ou 3 minutes de rêve lucide 2 ou 3 fois par mois, ça vaut pas la peine. Et puis bah, ces personnes, elles arrêtent. Et puis c'est vraiment dommage. Alors, moi aussi j'ai été confronté à ça au début. Puis je me suis dit, mais non, je vais pas m'arrêter. C'est trop chouette le rêve lucide. Moi je veux continuer, je veux en faire toutes les nuits. Je m'étais donné cet objectif d'en faire toutes les nuits. Alors j'arrive pas à en faire toutes les nuits, mais on va dire, j'ai une fréquence à peu près de 1 nuit sur 2 ou 1 nuit sur 3, et je trouve que c'est très chouette. Et quelle est la technique que j'applique pour pouvoir rêver assez régulièrement et de manière pérenne? Eh bien, c'est pas une technique, en fait. C'est plutôt une philosophie de vie. C'est plutôt un art de vivre. C'est plutôt une méthode avec un grand M. Et puis, cette méthode, cette philosophie de vie, cet art un petit peu du RL, c'est de rester toujours connecté à l'état de veille. C'est-à-dire de garder en permanence cet état de vigilance, mais peut-être pas total, hein, mais un tout petit peu de vigilance en toile de fond, où que l'on soit dans la profondeur du monde onirique, de façon à ce que, comme la conscience est toujours présente, le moindre petit truc qui se passe en rêve, ou l'utilisation que je vais faire des techniques, va déclencher instantanément la lucidité. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où ça m'est encore arrivé la nuit dernière, où j'étais dans un rêve, j'étais au Canada, dans une forêt canadienne, enfin, il y avait de la neige, c'était vraiment sympa. Et j'ai été confronté à une situation où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je reste dans le rêve ordinaire
Où est-ce que je bascule en lucide? Et vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement. D'autres rêveurs et rêveuses lucides aussi ont cette lucidité toujours sous-jacente que l'on peut dégainer comme ça à n'importe quel moment du rêve et décider à un moment donné de savoir si on continue sur un rêve ordinaire. Parce que parfois, ça peut valoir la peine de continuer sur un rêve ordinaire, je vous expliquerai pourquoi, ou alors de basculer en lucide. Et puis maintenant, pour vous illustrer en fait ce que je viens de vous dire, c'est que imaginez que cette petite sirène, ben voilà, c'est un plongeur autonome. Elle descend sous l'eau, d'accord, avec ses bouteilles, etc. Elle est autonome. Les techniques que j'utilise, c'est plutôt des techniques du scaphandrier. Et le scaphandrier, qu'est-ce qui distingue le scaphandrier du plongeur autonome? C'est que le scaphandrier, il est toujours relié à la surface par ce qu'on appelle un ombilical. Il y a toujours un lien, il y a toujours une relation avec la surface. Et c'est ce lien et c'est cette relation que moi je vous propose de construire de façon à ce que vous soyez toujours relié à la surface, à l'état de veille. Et à travers ce lien, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe pour le scaphandrier? Eh bien, il y a de l'air qui passe, il peut même y avoir un petit peu d'alimentation avec un autre tube, un autre tuyau. Et puis, bien sûr, il y a la communication. Le scaphandrier peut rester des heures et des heures et des heures sous l'eau et il peut communiquer avec la surface à des profondeurs absolument incroyables. Et il ne s'oublie jamais. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en contact avec la surface. Et c'est je peux pas dire que c'est une technique parce que c'est pas une technique. C'est une position de vie. C'est l'art de rester lucide, pas seulement à l'intérieur du rêve, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre vie d'humain? On s'investit à fond dans notre vie de bébé. Après, on s'investit à fond, on est complètement immergé dans notre vie d'enfant, à l'école, etc. Et puis après, dans notre vie de collégien, de collégienne, et après dans nos études, et après, ben voilà, on rencontre quelqu'un, et puis on fonde une famille, et puis on est complètement immergé là-dedans, et puis après, ben il y a la profession, on veut faire carrière, on est complètement immergé, etc., etc. Et puis jusqu'à la fin de nos jours, comme ça, même à la retraite, on continue à être immergé dans nos trucs, et la plupart du temps, eh ben on se pose aucune question. Qui on est? Qu'est-ce qu'on fait là sur cette planète? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus vaste? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus grand? On ne prend jamais le temps de s'arrêter. On est dans un flux perpétuel de la vie qui nous entraîne et qui nous endort. Et c'est ça le fait de dormir. Quand les Tibétains ou les bouddhistes parlent justement de ce sommeil, ben c'est ça. Parce qu'on dort, finalement, on dort. On est comme dans un rêve. Alors dans le rêve, on a le moi du rêve, mais on n'a plus le moi de l'état de veille, donc on dort. Et à l'état de veille, on a le moi de l'état de veille, mais il manque quelque chose. Et ce quelque chose qui nous manque, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver et travailler. Et c'est assez facile. On parle à un moment donné de l'élargissement du champ de la conscience. Quand on commence à faire par exemple de la méditation ou du yoga du rêve ou du yoga nidra, qu'est-ce qu'on fait? On sort du flux de la vie momentanément. On sort. On se met en métaconscience. Et c'est cette métaconscience sur laquelle il faut travailler. Pas sur la conscience, mais sur la métaconscience. Parce que c'est cette métaconscience que Morphée endort pour nous empêcher de devenir conscients à l'intérieur de notre rêve. Voilà pour illustrer un petit peu le phénomène de ces techniques qui s'émoussent avec le temps et qui, en fait, cette fatigue, on va dire, c'est justement cette énergie, cette passion et puis cet engouement qui s'émousse aussi avec le temps, comme en amour. On ne peut pas vivre d'une passion en permanence, c'est impossible. Comme on ne peut pas mettre toute cette énergie en permanence dans ces techniques, c'est pas possible. Donc il faut trouver un autre chemin, une autre philosophie, un autre art, voilà. Et puis c'est celui-là sur lequel je vous propose de, entre guillemets, travailler.
régulièrement, chaque jour. Donc on va voir comment on peut faire tout ça. Mais en attendant, je vous dis au revoir, je vous dis merci. Je vous remercie vraiment chaleureusement pour tous les j'aime que vous avez déjà mis sur mes autres vidéos. Vraiment, ça m'encourage à poursuivre dans cette voie. Et puis, je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, la petite sirène aussi, elle vous dit à bientôt.